Dans le restaurant le plus exclusif de la ville, la Cuillère Dorée, l'argent ne se contentait pas de parler, il hurlait. Et aucune voix n'était plus forte ou plus redoutée que celle d'Éléonore de Boisnoir, épouse du milliardaire industriel Richard de Boisnoir. C'était une femme sculptée dans la glace et le venin, capable de mettre fin à une carrière d'un seul regard condescendant. Chaque serveur tremblait lorsque sa Bentley s'arrêtait. Chaque chef retenait son souffle. Pendant des années, elle fut la reine tyrannique incontestée de leur monde. Ils la croyaient tous intouchables. Puis une nouvelle serveuse nommée Sophie commença son service. Elle était discrète, sans prétention, et avait des yeux qui voyaient bien plus que ce que l'on voulait bien lui accorder. Et elle était sur le point de faire la seule chose que personne n'avait jamais osé, rendre la femme du milliardaire totalement et complètement ridicule. L'atmosphère à la Cuillère Dorée était différente lorsque l'on attendait Éléonore de Boisnoir. Ce n'était pas seulement le doux murmure de professionnalisme sur lequel le directeur, Michel Dubois, insistait. C'était quelque chose de plus lourd, une tension palpable qui s'installait sur les fauteuils de velours moelleux et brillait nerveusement sur l'argenterie polie. Le personnel se déplaçait avec une précision frénétique mais feutrée, leurs visages tendus par l'anxiété. Pour un observateur extérieur, cela aurait pu ressembler au summum du service de la haute gastronomie. Pour les initiés, c'était un exercice de survie. Sophie Chevalier, à son 3e jour, apprenait encore la chorégraphie de la peur. De son poste près du bar de service, elle observait ses collègues, vétérans chevronnés de la scène culinaire de la ville, s'agiter comme des souris à l'ombre d'un faucon. David, un serveur avec 10 ans d'expérience et des cheveux prématurément grisonnants, repolissait méticuleusement des verres à vin déjà immaculés. Elle a fait renvoyer un commis de salle parce que sa cravate était décalée d'1 millimètre, murmura-t-il à Sophie sans la regarder, sa voix basse et tendue. Elle ne lui a même pas adressé la parole, elle a juste pointé un doigt manucuré vers Dubois et a dit « Réglez-moi ça ». Le gamin était parti avant que les entrées n'arrivent à sa table. Sophie hocha simplement la tête, son expression neutre, tandis qu'elle pliait des serviettes en lin en signe parfait et croustillant. Elle était venue à la Cuillère Dorée chercher l'anonymat et un salaire stable, un port tranquille dans la tempête de sa propre vie. Elle avait fui un petit village de province avec pour seul bagage une valise usée et une histoire qu'elle cherchait désespérément à oublier. La dernière chose qu'elle voulait était d'attirer l'attention. Mais en écoutant les récits chuchotés et frénétiques sur Éléonore de Boisnoir, elle sentit une lueur, non pas de peur, mais d'une familiarité lasse et sombre. Elle avait déjà connu des tyrans, bien qu'ils ne portassent pas de Chanel ni ne fussent couverts de diamants. Ils opéraient tous selon le même manuel de pouvoir et d'intimidation, un langage universel de cruauté qui transcendait les classes sociales et les apparences. À 20 heures précises, la Bentley, fantôme noir et silencieux, glissa jusqu'au trottoir. Le portier, un ancien marine nommé Franck qui ne bronchait devant rien, sembla rapetisser d'1 centimètre en ouvrant la portière passager. Éléonore de Boisnoir émergea. Ce n'était pas une femme de grande taille, mais sa présence emplissait entièrement l'espace. Elle était impeccablement assemblée, un chef-d'œuvre de beauté froide et coûteuse. Ses cheveux argentés étaient coiffés en un chignon immaculé, sa silhouette drapée dans une robe bleu nuit qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Sophie, et ses yeux, d'un gris pâle surprenant, balayaient la salle à manger comme un projecteur, à la recherche d'imperfection. Son mari, Richard de Boisnoir, un titan de l'industrie dont le visage était une figure régulière des journaux financiers, la suivait un pas derrière. C'était un homme grand et imposant, mais dans l'orbite de sa femme, il devenait un simple accessoire. Sa présence était assourdie, son expression perpétuellement distante. On les conduisit à la table 12, la meilleure de la maison, une alcôve isolée avec une vue panoramique sur les toits de la ville. C'était la table de David. Sophie le regarda s'approcher, le dos droit comme un i, un sourire d'entraînement plaqué sur son visage qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonsoir, Madame de Boisnoir. »« Monsieur de Boisnoir, » commença-t-il, sa voix une modulation parfaite de déférence. Éléonore ne lui accorda aucune attention. Son regard était fixé sur l'unique rose dans le petit vase de cristal au centre de la table. Elle tendit 2 doigts parfaitement manucurés et effleura un pétale. « Celle-ci commence à se faner, David, » dit-elle, sa voix douce mais portant le claquement sec d'un fouet. Ce n'était pas une plainte. C'était une accusation. Cela suggère une certaine inattention aux détails, une négligence que je trouve troublante. Le visage de David blêmit. Mes plus sincères excuses, Madame de Boisnoir. Je vais la faire remplacer immédiatement. Il sprinta presque, revenant quelques instants plus tard avec un vase frais, les mains tremblant légèrement. Sophie observa tout l'échange, ses mains immobiles. Elle remarqua la façon dont les lèvres d'Éléonore se courbaient en un sourire de satisfaction à peine perceptible. Il ne s'agissait pas de la fleur. Il ne s'agissait jamais de la fleur. Il s'agissait d'établir sa domination,
de rappeler à chacun dans la pièce sa place dans son monde. Richard de Boisnoir se contentait de regarder par la fenêtre, son expression illisible, comme si toute la scène se déroulait dans une autre dimension. Plus tard dans la soirée, Sophie fut chargée d'apporter une bouteille d'eau à la table 12. C'était une tâche simple, un test de Dubois pour voir comment elle gérait la proximité du dragon. En s'approchant, elle garda les yeux baissés, se déplaçant avec une efficacité silencieuse qu'elle avait perfectionnée. « L'eau minérale, Madame de Boisnoir », dit-elle doucement, posant délicatement la bouteille sur la table. Les yeux froids d'Éléonore vacillèrent vers elle, observant son uniforme noir simple, ses cheveux bruns unis attachés en arrière, son absence de maquillage. C'était un regard dédaigneux et évaluateur qui ne dura pas plus d'une seconde, mais qui ressemblait à un scanner corporel complet. Sophie fut jugée insignifiante, un meuble, une non-entité. « Assurez-vous de rafraîchir les verres la prochaine fois, » dit Éléonore, non pas à Sophie, mais à l'air devant elle. « Je méprise le verre à température ambiante. C'est barbare. »« Bien sûr, madame, » répondit Sophie, sa voix égale. Elle ne s'enfuit pas en courant. Elle fit simplement un petit signe de tête correct et se retira d'un pas calme et mesuré. Elle sentit les yeux d'Éléonore dans son dos, une lueur de surprise dans leur profondeur froide. Les gens étaient censés s'enfuir en courant. Ils étaient censés tressaillir. Cette nouvelle serveuse quelconque ne l'avait pas fait. De retour dans la sécurité relative de la cuisine, David laissa échapper un souffle tremblant. « Tu as survécu, » dit-il, à moitié en plaisantant. Elle déteste tout. La semaine dernière, elle a prétendu que le consommé avait une aura mélancolique. Sophie offrit un petit sourire pincé. Elle a juste l'air seule. David la dévisagea comme si elle avait parlé une langue étrangère. Seule, c'est un piranha en haute couture. Elle se nourrit de la misère. Ta compassion est dangereusement mal placée ici, Sophie. Sophie ne discuta pas. Elle retourna simplement à ses tâches, son esprit rejoignant la scène. Elle avait vu la lueur dans les yeux d'Éléonore lorsqu'elle n'avait pas réagi comme prévu. Et dans cette lueur, elle n'avait pas vu la déesse invulnérable de la haute société que tout le monde voyait, mais une femme dont toute l'identité était construite sur la fondation fragile de la peur des autres. C'était une fondation que Sophie savait, par amère expérience, pouvoir être étonnamment facile à fissurer. Elle n'était pas venue ici pour chercher la bagarre, mais elle savait aussi qu'elle ne serait pas, ne pourrait pas être, l'une de celles qui s'enfuient. Le dragon de la cuillère dorée avait enfin rencontré quelqu'un qui n'avait pas peur de se brûler. Une semaine s'écoula, et le personnel de la cuillère dorée commença à respirer un peu plus facilement. Les de Boisnoir n'étaient pas revenus, et le restaurant reprit son rythme normal de service à haute pression et à enjeux élevés. Sophie s'intégra parfaitement. Elle était efficace, observatrice et d'une politesse à toute épreuve. Elle apprit à connaître les habitués, mémorisa leurs préférences et se forgea une réputation d'imperturbable. Monsieur Dubois, le directeur, était impressionné. Il voyait en elle un professionnalisme qui démentait son attitude discrète. « Vous avez la tête sur les épaules, chevalier », lui dit-il après un service particulièrement exigeant du samedi soir. « Vous ne vous laissez pas déstabiliser. » Sophie l'avait simplement remercié. Elle n'expliqua pas qu'après ce qu'elle avait traversé, un client exigeant demandant son steak cuit un degré de moins n'était guère une crise. Son passé avait été un creuset, forgeant un calme que certains prenaient pour de la froideur. C'était, en réalité, un bouclier. Puis, un mardi soir, la Bentley revint. Le froid familier descendit sur la salle à manger. Cette fois, cependant, il y eut un changement. Lorsque les de Boisnoir furent installés à la table 12, le regard d'Éléonore balaya la pièce et se posa sur Sophie. Un petit sourire froid effleura ses lèvres. Quand David s'approcha pour prendre leur commande, Éléonore agita une main dédaigneuse. « Non, pas vous ce soir, David. Je la veux, elle. » Elle pointa un seul ongle parfaitement laqué directement sur Sophie. Un hoquet silencieux et collectif sembla traverser le personnel. C'était un test, un jeu. David lança à Sophie un regard de pure panique. Monsieur Dubois, debout près du pupitre d'accueil, se tendit visiblement. Refuser était impensable. Sophie sentit un nœud se serrer dans son estomac, mais son expression resta sereine. Elle lissa son tablier, prit une profonde inspiration et se dirigea vers la table. Elle avançait avec une détermination qui ressemblait à une marche dans la fosse aux lions, armée de rien d'autre qu'un bloc-notes. « Bonsoir, Madame de Boisnoir. »« Monsieur de Boisnoir, » dit-elle, sa voix claire et stable. « Que puis-je vous servir ce soir ?» Éléonore se pencha en arrière, ses yeux gris brillants d'un amusement malicieux. Elle allait rendre les choses difficiles. « Nous commencerons par les huîtres Rockefeller. Ensuite, pour mon mari, il prendra le Chateaubriand saignant,
avec la sauce béarnaise à part. Assurez-vous que le chef comprenne bien saignant, pas à point. La dernière fois, c'était une tragédie. Elle fit une pause, puis tourna toute son attention sur sa propre commande. Je suis d'humeur particulière ce soir. Je veux les coquilles Saint-Jacques poêlées. Cependant, je ne veux pas du risotto au safran standard avec lequel elles sont servies. Je trouve que le safran est une épice terriblement commune. Je les veux servies sur un lit d'orzo simple au citron et aux herbes, et les coquilles doivent être poêlées pendant précisément 90 secondes de chaque côté. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Votre cuisine peut-elle gérer une demande aussi complexe? Ce n'était pas complexe. C'était inutilement compliqué, conçu pour être raté. C'était un piège. Sophie ne sourcilla pas. Elle se contenta de l'écrire. Bien sûr, madame. 90 secondes de chaque côté, servi sur un orzo au citron et aux herbes. Un excellent choix. Et pour boire? Éléonore sembla momentanément décontenancée par l'absence de panique fébrile. Nous prendrons une bouteille du Château Margaux 1998, et je veux qu'elle soit décantée pendant exactement 30 minutes avant d'être apportée à table. Chronométrez-le. 30 minutes exactement. Très bien, Madame de Boisnoir. Sophie confirma, son stylo se déplaçant calmement sur le papier. Elle regarda Richard de Boisnoir, qui n'avait pas prononcé un mot. Et pour vous, monsieur? Le Margaux sera-t-il à votre goût? Pour la première fois de la soirée, Richard de Boisnoir leva les yeux de la fenêtre. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sophie, et pendant un instant fugace, elle vit une lueur de quelque chose, non pas du désintérêt, mais une profonde et lasse tristesse. « Ce sera parfait, merci, » dit-il, sa voix un grondement sourd. Sophie fit un léger signe de tête et se tourna pour partir. « Serveuse. » La voix d'Éléonore fusa dans l'air. Sophie se retourna. « Oui, Madame de Boisnoir. »« Quel est votre nom ?»« C'est Sophie, madame. »« Eh bien, Sophie, » dit Éléonore, étirant le nom comme si elle goûtait quelque chose de désagréable. « Voyons si vous êtes aussi compétente que vous semblez le croire. » Sophie se retira en cuisine, son cœur battant enfin la chamade contre ses côtes. Le chef cuisinier, un Français capricieux nommé Jean-Pierre, renfrogna en voyant la commande. 90 secondes. Oh, sacré bleu! Elle fait ça pour se moquer de moi, pestatait-il. Elle fait ça pour me faire renvoyer, le corrigea calmement Sophie. Mais nous n'allons pas laisser cela se produire, n'est-ce pas, chef? 90 secondes pour les coquilles. Je ferai leurs os moi-même s'il le faut. Jean-Pierre la dévisagea. Puis un lent sourire s'étala sur son visage. Il admirait le cran. Non, je les poêlerai à la perfection. Toi, va chronométrer son précieux vin. Sophie géra méticuleusement chaque détail. Elle mit un minuteur sur son téléphone pour le vin. Elle communiqua la commande à la cuisine avec une clarté absolue. Elle s'assura que les verres étaient rafraîchis. Lorsque les 30 minutes furent écoulées, elle présenta le vin décanté. Elle en versa une petite quantité pour que Richard le goûte, comme le voulait la coutume. Il le fit tourner, le sentit et hocha la tête en signe d'approbation. Éléonore observait chaque mouvement de Sophie, les yeux plissés. La nourriture arriva, parfaitement synchronisée. Sophie plaça le Châteaubriand devant Richard et les coquilles Saint-Jacques devant Éléonore. Les coquilles étaient dorées, reposant sur un lit d'orzo parfumé et parfaitement cuit. Éléonore fixa l'assiette un long moment. Elle prit sa fourchette et piqua une coquille. Elle en coupa un petit morceau et le porta à sa bouche, mâchant lentement, son expression illisible. Le restaurant tout entier semblait retenir son souffle. David jetait un coup d'œil de derrière un pilier de service. Finalement, Éléonore déglutit. Elle leva les yeux vers Sophie. L'orzo est acceptable. C'était le plus grand compliment que quiconque l'ait jamais entendu faire. Mais le jeu n'était pas terminé. Au fur et à mesure que le repas avançait, Éléonore lança une série de tests plus petits et plus subtils à Sophie. Elle laissait tomber sa serviette et s'attendait à ce qu'elle soit remplacée avant de toucher le sol. Elle demandait des détails obscurs sur la provenance des ingrédients du restaurant. Elle se plaignit qu'un courant d'air de la climatisation la dérangeait. Sophie releva chaque défi avec le même calme déconcertant. Elle anticipa la chute de la serviette. Elle connaissait le nom de la ferme où les asperges étaient cultivées. Elle fit discrètement ajuster une bouche d'aération voisine par un commis. Elle était un fantôme, apparaissant exactement quand on avait besoin d'elle et disparaissant quand on ne l'avait pas, son service un balai parfait, invisible et sans couture. Alors que Sophie débarrassait les assiettes du plat principal, Éléonore montra enfin son jeu. « Vous êtes très bien formée, Sophie. Presque, suspicieusement bien. Où avez-vous travaillé avant »
Sûrement pas dans un quelconque bistrot. La question était une sonde, cherchant une faiblesse. Le passé de Sophie était la seule chose qu'elle ne pouvait pas se permettre de voir examiner. Elle devait choisir ses mots avec soin. « J'ai travaillé dans quelques endroits, madame, » dit-elle, sa voix égale. « J'ai toujours cru qu'un bon service consistait à prêter attention aux détails. » En effet, songea Éléonore, ses yeux cherchant une fissure sur le visage de Sophie. Les détails sont tout. Sophie soutint son regard une seconde de plus que nécessaire avant de se détourner. C'était un minuscule acte de défi, un refus de se laisser intimider. En s'éloignant de la table, elle sentit un changement dans l'atmosphère. L'onde avait été envoyée. Pour la première fois, quelqu'un avait affronté Éléonore de Boisnoir sur son propre terrain et avait non seulement survécu, mais avait, tranquillement et avec grâce, remporté la manche. Richard de Boisnoir regarda Sophie s'éloigner, et pour la première fois de la soirée, une légère, presque imperceptible, pointe de sourire toucha les coins de sa bouche. Il leva son verre de vin parfaitement décanté et en prit une gorgée lente et délibérée. Éléonore de Boisnoir n'était pas habituée à être confrontée à la compétence. Elle était habituée à la servilité craintive et à l'échec, des réactions qui servaient à renforcer son propre sentiment de supériorité. La calme compétence de Sophie était une anomalie, un irritant, comme un grain de sable dans une machine parfaitement huilée. Puisque la confrontation directe et les exigences impossibles n'avaient pas réussi à briser la nouvelle serveuse, Éléonore changea de tactique pour quelque chose de plus insidieux. Elle commença sa campagne de rumeurs. Cela commença subtilement. 2 jours après leur dîner, Éléonore appela personnellement M. Dubois. Sa voix, habituellement dégoulinante de condescendance, était maintenant teintée d'une préoccupation feinte et sirupeuse. « Michel, mon cher, » commença-t-elle. « J'étais si troublée après notre dernière visite. Cette nouvelle fille, Sophie, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Une certaine dureté dans ses yeux. C'est déstabilisant. Je l'ai entendue être plutôt sèche avec l'un des commis. Vous savez à quel point j'apprécie une atmosphère harmonieuse. Il n'y avait eu aucun incident de ce genre. Sophie était notoirement patiente et gentille avec le personnel subalterne, prenant souvent un moment pour leur montrer une manière plus efficace de débarrasser une table ou de polir l'argenterie. Mais M. Dubois sentit une terreur froide lui monter le long de la colonne vertébrale. Une accusation d'Éléonore de Boisnoir, aussi infondée soit-elle, était une condamnation à mort. « Je vous assure, Madame de Boisnoir, Sophie a été une employée modèle, » répondit Dubois, sa voix plus tendue qu'il ne l'aurait souhaité. « Peut-être y a-t-il eu un malentendu. »« Peut-être, » laissa tomber Éléonore, son ton suggérant qu'elle n'y croyait pas une seconde. « Mais gardez un œil sur elle. On ne voudrait pas que le niveau baisse. » La prochaine attaque eut lieu lors d'un déjeuner avec 2 de ses amies de la haute société, des femmes qui buvaient chacune de ses paroles. Sophie ne travaillait pas ce jour-là, mais Éléonore s'assura de parler d'elle. « La cuillère dorée a engagé la plus étrange des nouvelles serveuses, » annonça-t-elle, assez fort pour que le personnel des tables voisines l'entende. « Elle semble efficace, je lui accorde cela, mais elle a un accent des plus roturiers. Cela gâche complètement l'ambiance, et je ne suis pas entièrement certaine de lui faire confiance près de mon sac à main. » Le poison se répandit rapidement. Le lendemain, la rumeur s'était transformée. La nouvelle serveuse, Sophie, était impolie avec le personnel, avait un casier judiciaire et était probablement une voleuse. Les chuchotements suivaient, Sophie dans les longs couloirs de la cuisine à la salle à manger. Les collègues qui avaient été amicaux lui offraient maintenant des réponses laconiques d'un seul mot. Ils évitaient le contact visuel. Ils avaient peur d'être contaminés par association. David était l'un des rares à sembler immunisé. Il accula Sophie près du placard à linge, le visage empreint d'inquiétude. « C'est elle, » dit-il, sa voix un sifflement bas. « Elle essaie d'empoisonner le puits. Elle met la pression sur Dubois pour qu'il te renvoie. »« Je n'ai rien fait de mal, » affirma Sophie, bien qu'une lassitude familière s'installât dans ses os. C'est ainsi que cela fonctionnait. Il ne s'agissait pas de vérité. Il s'agissait de pouvoir. « Ça n'a pas d'importance, » insista David. Éléonore de Boisnoir n'a pas besoin de raison. Elle les crée. Tu dois faire attention. Surveille tes arrières. Ne lui donne aucune munition. Sophie comprit l'avertissement, mais sa résolution se durcit. Elle refusait de se recroqueviller. Elle continua à faire son travail avec une dignité tranquille, traitant ses collègues désormais méfiants avec la même politesse que toujours. Elle savait que réagir avec colère ou peur serait jouer directement dans le jeu d'Éléonore. Son arme était son dossier impeccable et son sang-froid inébranlable. La pression sur M. Dubois était immense. Il reçut un autre appel d'Éléonore.
se plaignant cette fois qu'une de ses amies avait dîné au restaurant et jurait avoir vu Sophie empocher un pourboire plus important que d'habitude qui était censé être partagé. C'était un mensonge fabriqué de toutes pièces, mais c'était une accusation grave. Dubois convoqua Sophie dans son bureau. La pièce semblait petite et sans air. Il avait l'air hagard, pris entre sa cliente la plus puissante et une employée qu'il savait être injustement ciblée. « Sophie, je dois vous poser des questions sur le pourboire de la table de Madame Vanderbilt hier soir. » commença-t-il, incapable de la regarder dans les yeux. Sophie le regarda, son expression calme, bien que son cœur souffrît de l'injustice de la situation. Le pourboire était de 200 € sur une note de 800 €. Je l'ai enregistré dans le registre et l'ai mis en commun conformément à la politique du restaurant. Vous pouvez vérifier les registres et demander au commis qui a débarrassé la table avec moi. Je sais, dit Dubois en se frottant les tempes. Je vous crois, Sophie. Le problème, c'est qu'elle est implacable. Elle essaie de me forcer la main. Il soupira, un son lourd et défaitiste. Elle a laissé entendre que si vous travaillez toujours ici le mois prochain, son mari pourrait devoir reconsidérer l'organisation du gala de charité annuel de la Fondation de Bois-Noir chez nous. C'est un demi-million d'euros de revenus, Sophie. Les enjeux étaient soudain clairs. Ce n'était pas seulement le travail de Sophie qui était en jeu. C'était le chiffre d'affaires du restaurant. Le poids de cette responsabilité s'abattit sur ses épaules. Pendant un instant, la vieille impulsion de fuir, de faire sa valise et de disparaître, comme elle l'avait fait auparavant, la submergea. Mais ensuite, elle pensa au visage suffisant et cruel d'Éléonore. Elle pensa à la peur dans les yeux de David et à la résignation lasse de M. Dubois. Si elle fuyait maintenant, Éléonore gagnerait, la harceleuse obtiendrait ce qu'elle voulait et passerait à la terreur de la prochaine personne qui ne montrerait pas une déférence adéquate. « Monsieur Dubois, » dit Sophie, sa voix ferme. « Je comprends la position dans laquelle vous vous trouvez. Tout ce que je demande, c'est que vous me jugiez sur mon travail, pas sur ses mensonges. Donnez-moi une chance de lui prouver qu'elle a tort. Ne la laissez pas gagner de cette façon. » Sa force tranquille sembla donner à Dubois une parcelle de courage. Il la regarda vraiment, et ne vit pas une employée à problème, mais une femme d'une intégrité incroyable. Il prit une décision. « Très bien, Sophie, » dit-il, sa voix retrouvant une partie de son autorité. « Je ne vais pas renvoyer ma meilleure serveuse sur la base de calomnie. Mais soyez prévenus, elle n'arrêtera pas. La situation va empirer avant de s'améliorer. » Sophie quitta le bureau avec un sentiment de détermination renouvelé, bien que lourd. Les lignes de bataille étaient tracées. Ce n'était plus seulement un travail. C'était un combat contre la cruauté désinvolte d'une femme qui pensait que sa richesse la rendait invincible. Sophie n'avait ni richesse ni influence, mais elle avait la vérité, et elle avait une résilience qu'Éléonore de Bois-Noir ne pourrait jamais comprendre. La campagne de rumeurs n'avait pas réussi à la déloger. Elle devait maintenant se préparer à un assaut direct. L'occasion de cet assaut se présenta un vendredi soir pluvieux. Le restaurant était bondé, une symphonie chaotique d'assiettes qui s'entrechoquent, de conversations murmurées et du ballet frénétique du personnel de service. Les de Bois-Noir étaient à leur table habituelle, mais cette fois, ils recevaient des invités. Un couple plus jeune et impeccablement habillé, Monsieur et Madame Sterling. Robert Sterling était une étoile montante dans le monde de la technologie, et Richard de Bois-Noir le courtisait clairement pour une affaire. La pression était immense. Éléonore était dans son élément, présidant la table comme une reine tenant sa cour, et Sophie, une fois de plus, avait été personnellement demandée comme leur serveuse. Elle savait que c'était un piège. Chacun de ses mouvements était scruté par le regard prédateur d'Éléonore. La soirée se déroula dans une tension atroce. Éléonore était sur le qui-vive, à la recherche de la moindre faille minuscule. Elle se plaignit que la musique était une fraction trop forte, que le pain n'était pas assez chaud, que les fleurs sur la table étaient d'une nuance de blanc différente de celle qu'elle préférait. Sophie géra chaque plainte avec une grâce stoïque, les résolvant instantanément et de manière invisible. Les plats principaux furent le champ de bataille. Éléonore avait commandé pour toute la table une série complexe de plats avec des modifications spécifiques. Pour Madame Sterling, une femme petite et d'apparence nerveuse, elle avait commandé la solmenière, en précisant qu'elle devait être filetée à table. Pour son mari, le magret de canard poêlé avec une sauce réduction de cerises. Pour Richard, son chateaubriand habituel, et pour elle-même, le homard thermidor. Le véritable piège, cependant, résidait dans le vin. « Nous aurons 2 bouteilles ce soir, Sophie », avait annoncé Éléonore. Pour le canard et le bœuf, une bouteille du Penfold Grange 2005, et pour le poisson et le homard, apportez-nous les tiennes Sauzet Puligny-Montrachet, le millésime 2014. Sophie connaissait ses vins. Le Penfold Grange était un choix classique et audacieux,
Mais le Puligny-Montrachet était un Bourgogne blanc plus délicat et complexe. C'était une sélection spécifique et éclairée. Sophie confirma la commande et la passa au sommelier. La nourriture fut servie, et Sophie s'approcha de la table avec le chariot pour fileter la sole de Madame Sterling. C'était une tâche qui exigeait habileté et précision, surtout sous les yeux attentifs de 4 personnes. Ses mains étaient stables alors qu'elle séparait expertement le poisson délicat de l'arête, ses mouvements fluides et exercés. Alors qu'elle servait la dernière portion à Madame Sterling, Éléonore frappa. Elle prit une gorgée de son Puligny-Montrachet, le fit tourner dans sa bouche, puis reposa le verre avec un bruit sec et dramatique. Son visage se tordit en un masque de dégoût. « C'est absolument imbuvable », déclara-t-elle, sa voix tranchant le bruit ambiant du restaurant. Les clients voisins se tournèrent. Pour regarder. « Quelle est cette piquette que vous m'avez servie ?» Le sang de Sophie se glaça. « Je suis désolé d'entendre cela, Madame de Boisnoir. C'est l'Étienne Sauzet Puligny-Montrachet 2014 que vous avez commandé. »« Ne soyez pas ridicule, » claqua Éléonore. « Je bois ce vin depuis 20 ans. Celui-ci est acide. Il a un goût bon marché. C'est probablement le millésime 2017, qui fut une année notoirement mauvaise. Pensiez-vous que je ne le remarquerais pas? Pensiez-vous pouvoir me refiler une bouteille inférieure pour faire économiser quelques euros au restaurant? » L'accusation flottait dans l'air, épaisse et empoisonnée. Elle accusait Sophie non seulement d'une erreur, mais de tromperie délibérée et de vol. Monsieur et Madame Sterling semblaient profondément mal à l'aise. Richard de Boisnoir fixait son assiette, la mâchoire serrée. Monsieur Dubois se dirigeait déjà vers la table, le visage cendré. C'était ça, l'humiliation publique, le coup de grâce professionnel. Mais Sophie ne paniqua pas. Au moment où Éléonore avait spécifié le vin, un détail s'était logé dans son esprit. Elle avait passé des heures à étudier la carte des vins, mémorisant non seulement les noms, mais aussi les niveaux de stock, les millésimes, les notes de dégustation. Cela faisait partie de son code personnel, connaître son champ de bataille. « Madame de Boisnoir, » dit Sophie, sa voix restant parfaitement égale, bien que son cœur battît la chamade. « Je comprends votre inquiétude. Cependant, je peux vous assurer que ce n'est pas le millésime 2017. »« Oh, vraiment ?» ricana Éléonore. « Et comment le sauriez-vous, ma chère? Avez-vous soudainement un palais raffiné? »« Non, madame, » répondit calmement Sophie. « Je le sais parce que la cuillère dorée n'a pas en stock l'Étienne Sauzet Puligny-Montrachet 2017. Nous ne l'avons jamais eu. Notre sommelier l'a considéré comme un millésime inférieur et a refusé de le stocker. Les seuls millésimes que nous avons en cave sont le 2014 et le 2016. » Un silence stupéfait s'abattit sur la table. Le visage d'Éléonore, pour la première fois, enregistra une lueur d'incertitude. Elle avait surjoué sa main, se fiant à une supposition qui s'avéra fausse. Sophie exploita son avantage, sa voix toujours respectueuse mais ferme. « De plus, lorsque vous avez commandé, votre invitée, Madame Sterling, a commenté votre choix. Ma mémoire est assez claire. Elle a dit « Oh, le Puligny-Montrachet. Mon père adore le 2014. » Vous avez répondu « Oui, c'est le seul qui vaille la peine d'être bu, n'est-ce pas ?» Je m'en souviens parce que j'ai trouvé que c'était un charmant échange. Elle tourna brièvement son regard vers la jeune femme. « N'est-ce pas, Madame Sterling ?» Madame Sterling, prise sous les feux de la rampe, rougit jusqu'aux oreilles. Elle regarda le visage foudroyé d'Éléonore, puis celui, calme, de Sophie. Après un moment d'hésitation angoissante, elle fit un minuscule signe de tête presque imperceptible. « Oui, » murmura-t-elle. « J'ai bien dit ça. » C'était un coup fatal. L'armure avait été percée. Sophie avait non seulement utilisé la logique et les faits, mais avait également transformé l'invité d'Éléonore en témoin contre elle. Elle n'avait pas été impolie ni émotive. Elle avait simplement présenté la vérité avec une confiance inébranlable. Éléonore de Boisnoir était sans voix. Son visage était une tempête de fureur et d'humiliation. Elle avait été publiquement corrigée, son palais remis en question, son mensonge exposé, tout cela par une simple serveuse. Les autres clients, qui avaient ouvertement observé la scène, commencèrent à chuchoter entre eux. Le redoutable dragon avait été dégriffé au milieu de son propre antre. Monsieur Dubois, qui était resté figé d'horreur, retrouva enfin sa voix. « Peut-être, Madame de Boisnoir, que la bouteille n'était tout simplement pas à votre goût ce soir. Je peux vous rapporter la carte des vins. » Éléonore lui lança un regard qui aurait pu faire tourner le lait. Sans un autre mot, elle se leva brusquement, jeta sa serviette sur son homard intact et dit « Richard, nous partons. » Elle sortit du restaurant en trombe,
laissant son mari et ses invités dans un état de choc mortifié. Richard de Boisnoir posa lentement sa propre serviette sur la table. Il leva les yeux vers Sophie, et cette fois, il n'y avait aucune méprise sur l'expression de ses yeux. C'était une admiration pure et sans mélange. Il plongea la main dans sa veste, sortit son portefeuille et posa plusieurs billets de 100 € sur la table. « Pour le repas, dit-il, sa voix calme mais claire. Et pour votre peine. Votre service a été impeccable. » Il lui fit un dernier signe de tête significatif avant de se tourner pour suivre sa femme, laissant derrière lui les débris de la soirée. Sophie resta près de la table, ses jambes se sentant soudainement faibles. Elle l'avait fait. Elle avait affronté le dragon et avait gagné. Mais en regardant le dos d'Éléonore qui s'éloignait, elle sut que ce n'était pas la fin. C'était le début d'une guerre. Les répercussions de l'incident du vin, comme le personnel commença à l'appeler, furent immédiates et sismiques. L'histoire se propagea dans les cercles d'élite de la ville comme une traînée de poudre. Pendant des années, les gens avaient enduré la tyrannie d'Éléonore de Boisnoir en silence. Mais le récit d'une serveuse la démantelant calmement et factuellement en public était trop délicieux pour être gardé secret. Pour la première fois, le récit entourant Éléonore n'était pas celui de la peur, mais du ridicule. Elle devint la femme qui ne pouvait pas distinguer ses millésimes, une chute de blagues dans les conversations des country-clubs et des cocktails. Pour Éléonore, c'était un sort pire que la mort. Son pouvoir découlait d'une aura de supériorité intouchable. Être la risée de tous, c'était être rendue impuissante. L'humiliation s'envenima, se métastasant en une obsession rageuse et singulière, la destruction totale et complète de la serveuse nommée Sophie. Ses attaques perdirent toute leur subtilité antérieure. Elle devint erratique, désespérée. Elle cessa de feindre l'inquiétude dans ses appels à M. Dubois et recourut à des menaces ouvertes. « Si cette femme est encore dans votre établissement d'ici la fin de la semaine, Michel, je veillerai personnellement à ce que chacun de mes amis, chaque associé de mon mari, chaque personne d'importance dans cette ville boycotte la cuillère dorée, » hurla-t-elle au téléphone. « Vous servirez des touristes et des moins que rien d'ici un mois. Est-ce cela que vous voulez ?» Monsieur Dubois, cependant, était un homme changé. La prise de position de Sophie avait été une transfusion de courage pour tout le personnel. Il avait vu la vérité de ses propres yeux, et il avait vu le regard respectueux, presque reconnaissant, que Richard de Boisnoir avait adressé à Sophie. Il tint bon. « Madame de Boisnoir, dit-il, sa voix étonnamment stable. Sophie est une employée exemplaire qui a été soumise à une accusation fausse et publique. Je ne la renverrai pas. La cuillère dorée soutient son personnel. » Le clic d'Éléonore raccrochant fut comme un coup de feu. À l'intérieur du restaurant, l'atmosphère s'était transformée. La peur avait disparu, remplacée par une sorte de respect étourdi pour Sophie. Les autres serveurs, les commis, même le chef Jean-Pierre la traitaient comme une héroïne. Ils se mettaient en quatre pour l'aider, pour s'assurer que ses tables étaient parfaitement dressées, pour la prévenir s'ils entendaient un client sympathique à Éléonore faire une réservation. David devint son garde du corps et son officier de renseignement autoproclamé. « Madame Vanderbilt est à la table 4, chuchotait-il. C'est la première lieutenante d'Éléonore. Fais attention à toi. » Sophie appréciait le soutien, mais restait concentrée. Elle savait que l'obsession d'Éléonore était dangereuse. Un animal acculé est le plus féroce, et Éléonore de Boisnoir avait été acculée dans un coin de sa propre fabrication. Sophie commença à remarquer des choses étranges. Une voiture, la même berline sombre, était souvent garée de l'autre côté de la rue lorsqu'elle terminait ses services tard le soir. Elle sentait des yeux sur elle alors qu'elle marchait jusqu'à l'arrêt de bus. C'était troublant, un bourdonnement constant et de bas niveau d'anxiété sous son extérieur calme. La décomposition d'Éléonore devint plus publique. Elle se lança dans une altercation avec un voiturier à l'opéra. On rapporta qu'elle avait jeté un verre de champagne sur une rivale lors d'une vente aux enchères caritatives. Sa façade soigneusement construite de contrôle glacial se fissurait, révélant la femme frénétique et peu sûre d'elle qui se cachait en dessous. Les gens n'avaient plus peur d'elle. Ils commençaient à la plaindre, ce qui pour Éléonore était la dégradation ultime. Son mari Richard semblait s'éloigner de plus en plus chaque jour. Il assistait aux fonctions sociales avec elle, une figure silencieuse et sombre à ses côtés, mais l'espace entre eux était un gouffre. Sophie les vit dîner au restaurant une fois de plus. Ce fut une affaire brève et tendue. Éléonore passa tout le repas sur son téléphone, ignorant ostensiblement Sophie, qui servait une autre section. Richard, cependant, croisa le regard de Sophie alors qu'il partait. Il lui fit un lent signe de tête presque imperceptible. Ce n'était plus seulement un signe de respect. Cela ressemblait à une reconnaissance, une communication silencieuse qu'ils étaient du même côté d'un conflit dans lequel ils ne pouvaient pas s'engager ouvertement. Sophie commença à comprendre.
Richard de Boisnoir n'était pas un accessoire passif de la cruauté de sa femme. Il était sa première et plus ancienne victime. Il était piégé dans une cage dorée, sa vie dictée par ses caprices et ses rages. Dans la défiance tranquille de Sophie, il voyait peut-être une lueur d'une liberté qu'il avait depuis longtemps oublié être possible. Le véritable signe du désespoir d'Éléonore arriva une semaine avant le gala de charité annuel de la Fondation de Boisnoir, l'événement même qu'elle avait utilisé comme une menace contre M. Dubois. Le gala était le joyau de la couronne de son calendrier social, sa chance de régner en tant que reine bienveillante et puissante de la philanthropie de la ville. Contre toute attente, et probablement en raison d'obligations contractuelles que Richard refusa de rompre, l'événement était toujours prévu à la Cuillère Dorée. Éléonore supervisa personnellement chaque détail, et son objectif principal était de tourmenter le personnel, en particulier Sophie. Elle exigea que Sophie soit affectée à l'événement non pas comme serveuse, mais comme préposée au vestiaire, une rétrogradation délibérée et publique. Monsieur Dubois tenta de refuser, mais Sophie le surprit. « Ce n'est pas grave, monsieur Dubois, » dit-elle calmement. « Je le ferai. » David était sidéré. « Pourquoi accepterais-tu ça? C'est une gifle publique. »« Parce que, » expliqua Sophie, ses yeux pensifs et sérieux, « elle est tellement concentrée sur mon humiliation qu'elle devient négligente. Elle ne pense plus clairement. Et quand les gens arrêtent de penser clairement, ils font des erreurs. » Sophie avait le sentiment que le gala serait la dernière grande tentative de vengeance d'Éléonore. Elle ne savait pas quelle forme cela prendrait, mais elle savait que ce serait théâtral, public et vicieux. Et alors qu'elle se préparait pour la soirée, à enregistrer des manteaux dans une petite pièce à l'écart, elle n'avait pas peur. Elle était prête. Elle avait le sentiment qu'Éléonore était sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie. La nuit du gala de charité de la Fondation de Boisnoir arriva, et la Cuillère Dorée fut transformée. Des verres en cristal scintillaient sous des lumières douces. Un quatuor à cordes jouait dans le foyer, et les personnalités les plus puissantes et influentes de la ville se mêlaient, vêtues de smoking et de robes de bal. De son petit poste au vestiaire, Sophie observait le défilé scintillant. C'était un monde à des lieues du sien, un spectacle de richesse et de pouvoir qu'elle observait avec la curiosité détachée d'une anthropologue. Éléonore de Boisnoir fit sa grande entrée au bras de son mari. Elle portait une robe d'argenté scintillante qui captait la lumière, telle une reine arpentant son royaume. Son sourire était cassant, ses yeux balayant la foule avec une intensité fébrile. Elle jouait le rôle de l'hôtesse gracieuse, mais Sophie pouvait voir la tension. Cette nuit devait être un triomphe. Elle devait effacer l'humiliation des dernières semaines. Sophie travaillait tranquillement et efficacement, prenant les manteaux et distribuant les tickets de vestiaire. La plupart des invités l'ignoraient, mais quelques-uns qui connaissaient l'histoire de l'incident du vin lui adressèrent de petits sourires de connivence. Elle n'était plus seulement une serveuse. Elle était une célébrité mineure, une héroïne populaire dans la rébellion silencieuse contre Éléonore de Boisnoir. Au fur et à mesure que la soirée avançait, le plan devint clair. Vers 22 heures, alors que le plat principal était servi, une agitation soudaine éclata près de l'entrée. Éléonore de Boisnoir hurlait, sa voix aiguë et perçante, coupant à travers la musique et la conversation. « Il a disparu. Mon collier. Il a disparu. » cria-t-elle en se tenant la gorge. Le collier en question était une pièce légendaire, le diamant de Boisnoir, une pierre impeccable de 50 carats montée sur platine, dont la valeur était estimée à des millions. C'était sa pièce maîtresse, le symbole ultime de son statut. Une vague de hoquets et de chuchotements se propagea dans la salle. Richard et M. Dubois se précipitèrent à ses côtés. « Calme-toi, Éléonore, » dit Richard, sa voix basse. « Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ?»« Je l'avais en arrivant, » gémit elle, sa performance digne d'un Oscar. « Je le sentais à mon cou il y a à peine 20 minutes. Quelqu'un a dû le prendre. » Ses yeux, sauvages et accusateurs, balayèrent la pièce, puis, comme attirés par un aimant, se fixèrent sur le vestiaire, sur Sophie. « Elle !» hurla Éléonore en pointant un doigt tremblant. « La préposée au vestiaire. C'était la seule près de moi quand je suis entré, la seule qui m'a frôlé. Elle l'a volée. » Le gala tout entier tomba dans le silence. Tous les yeux dans la pièce se tournèrent vers Sophie, qui se tenait figée dans l'embrasure de la porte du vestiaire. C'était l'accusation ultime, livrée sur la plus grande scène possible. Le vol, un crime qui coûterait non seulement son emploi à Sophie, mais aussi sa réputation et sa liberté. C'était un plan parfaitement diabolique. Les gardes de sécurité commencèrent à se diriger vers Sophie. Monsieur Dubois avait l'air horrifié. David, qui servait à proximité, regardait avec incrédulité. « C'est absurde, » dit Sophie, sa voix tremblant légèrement, mais tenant bon. « Je n'ai rien volé. » « Fouillez-la. Fouillez son sac.
Fouillez le vestiaire, ordonna Éléonore, sa voix résonnant d'une malice triomphante. Vous le trouverez. Je sais que vous le trouverez. C'était l'échec et mat qu'elle avait imaginé. Sophie serait publiquement humiliée, arrêtée et totalement détruite. Le pouvoir d'Éléonore serait restauré, son récit de la serveuse roturière et voleuse confirmé. Le chef de la sécurité, un homme sévère nommé Peterson, s'approcha de Sophie. « Madame, je crains que nous ne devions vous demander de vider votre sac et de nous permettre de fouiller le vestiaire. » Le cœur de Sophie martelait sa poitrine, mais elle regarda au-delà du garde, au-delà des visages choqués des invités, et croisa le regard venimeux d'Éléonore. Elle prit une profonde inspiration. « Ce ne sera pas nécessaire, » dit Sophie, sa voix soudain claire et résonnante dans la salle silencieuse. « Parce que je sais exactement où se trouve le collier de Madame de Boisnoir. » Un murmure confus traversa la foule. L'expression triomphante d'Éléonore vacilla, remplacée par une lueur de confusion. Sophie continua, sa voix gagnant en force. « Vous voyez, je craignais que quelque chose comme ça puisse arriver. Madame de Boisnoir a été très claire sur ses sentiments à mon égard. » Elle jeta un coup d'œil à David, qui se tenait maintenant plus près, le visage tendu. C'était son signal. « Quand Madame de Boisnoir est arrivée ce soir, » expliqua Sophie, elle a insisté pour déposer elle-même son étole de fourrure. C'était un peu inhabituel. Elle est entrée elle-même dans le vestiaire, juste là-bas. Elle pointa un coin de la petite pièce, en disant qu'elle voulait s'assurer qu'elle était bien accrochée. J'ai trouvé étrange qu'elle se soucie autant d'un manteau alors qu'elle avait une soirée à organiser. Le visage d'Éléonore était devenu pâle. « De quoi parlez-vous? Vous essayez juste de détourner l'attention de votre propre culpabilité. »« Vraiment ?» dit Sophie en se tournant vers le garde de sécurité. « Monsieur Peterson, pourriez-vous vérifier les images de la caméra de sécurité? Il y a une caméra juste au-dessus de la porte du vestiaire. J'ai posé la question à Monsieur Dubois la semaine dernière. Elle a une vue claire de tout ce coin. » Les yeux de Monsieur Dubois s'écarquillèrent de réalisation. Il hocha sèchement la tête à Peterson. « Faites-le. Allez chercher la tablette dans le bureau. Maintenant. » Pendant qu'un garde allait chercher les images, Sophie se tourna vers son allié. « David, pourriez-vous s'il vous plaît aller chercher l'étole de Madame de Boisnoir? C'est le Vison, ticket numéro 37. » David, comprenant parfaitement son rôle, hocha la tête et disparut dans le vestiaire. Il revint un instant plus tard, tenant la luxueuse fourrure. « Madame de Boisnoir a été très précise à propos de son étole, » dit Sophie, sa voix comme celle d'un narrateur révélant le dernier chapitre. Elle a dit de faire attention à la doublure, que c'était une soie antique délicate. Elle regarda David. « David, pourriez-vous vérifier la poche intérieure ?» Sous le regard de tous les invités, David plongea la main dans une petite poche cachée dans la doublure en soie de la fourrure. Ses doigts se refermèrent sur quelque chose de dur et de lourd. Lentement, il retira sa main. Pendant de ses doigts, brillant sous les lustres, se trouvait le collier de diamants de Boisnoir. Un hoquet collectif et assourdissant remplit la pièce. Éléonore de Boisnoir semblait avoir été frappée par la foudre. Son visage était un masque de choc et d'horreur pure des sans mélange. Elle avait été prise. Sa dernière et plus vicieuse manœuvre s'était retournée contre elle de la manière la plus publique qui soit. Juste à ce moment-là, le garde de sécurité revint avec la tablette, la tendant à M. Peterson. « Les images sont prêtes, monsieur. » Peterson regarda l'écran un moment, le visage sombre. Il leva les yeux, son regard trouvant Richard de Boisnoir. « Monsieur de Boisnoir. » Les images montrent clairement Madame de Boisnoir entrant seule dans le vestiaire. Elle la montre enlevant le collier de son propre cou et le plaçant à l'intérieur de la poche de son étole. Le dernier clou était dans le cercueil. Les chuchotements dans la salle se transformèrent en un rugissement d'incrédulité et de condamnation. Éléonore n'avait pas seulement accusé à tort une femme innocente. Elle avait orchestré toute la mascarade, plaçant elle-même les preuves. Éléonore se mit à trembler, ses yeux cherchant une échappatoire qui n'existait pas. Elle regarda son mari, le visage suppliant, mais le visage de Richard de Boisnoir était de pierre. La tristesse lasse avait disparu, remplacée par une finalité. Froide et dure. Le complice silencieux n'était plus silencieux. Il s'avança, sa voix basse, mais portant jusqu'à chaque coin de la salle silencieuse. « Je crois, » dit-il, ses mots lents et délibérés, « que ma femme est souffrante. Cette soirée est terminée. Mes plus sincères excuses à vous tous, et surtout à vous, mademoiselle Chevalier. » Il regarda Sophie, et dans ce regard, il y avait une vie d'excuses et une gratitude profonde et indéniable. Il n'avait pas tendu le piège, mais il s'était assuré que les outils pour son exonération, la caméra,
le personnel loyal était en place. Il lui avait donné la chance de se sauver, et ce faisant, elle l'avait sauvé lui aussi. Dans le sillage du gala, la maison de Bois Noir ne s'est pas seulement fissurée, elle s'est brisée. L'histoire était trop publique, trop scandaleuse pour être contenue. Au matin, elle faisait la une de toutes les chroniques mondaines et de tous les blogs à potins de la ville. L'épouse d'un milliardaire simule un vol de bijoux pour piéger une serveuse. Le nom d'Éléonore, autrefois symbole d'un pouvoir redoutable, devint synonyme de cruauté théâtrale et pathétique. Son cercle social disparut du jour au lendemain. Les invitations cessèrent. Les appels téléphoniques restèrent sans réponse. Elle devint une paria, exilée dans une prison de sa propre fabrication, le silence de sa vaste demeure plus assourdissant que n'importe quelle condamnation. Moins d'un mois plus tard, Richard de Bois Noir demanda le divorce. La procédure fut discrète et rapide. Il fut, de l'avis de tous, exceptionnellement généreux dans le règlement, une dernière transaction froide pour mettre fin à des décennies de misère dorée. Il était libre. À la cuillère dorée, le changement fut révolutionnaire. Le nuage de peur qui avait plané sur le restaurant pendant des années s'évapora tout simplement, remplacé par une atmosphère claire et lumineuse de soulagement et de camaraderie. Le personnel marchait d'un pas plus léger, leurs sourires authentiques. Ils ne se sentaient plus comme des serviteurs prêts à subir les caprices d'une tyran, mais comme des professionnels fiers dans un établissement qui les soutenait. Sophie Chevalier devint une légende. Elle essaya de détourner l'attention, insistant sur le fait qu'elle n'avait fait que ce que n'importe qui aurait fait, mais ses collègues ne l'entendaient pas de cette oreille. Elle était la femme qui avait affronté le dragon et qui, sans élever la voix ni perdre sa dignité, avait gagné. Elle était un symbole de force tranquille et d'intégrité. Une semaine après le gala, M. Dubois la convoqua dans son bureau. L'homme hagard et stressé avait disparu, remplacé par quelqu'un qui paraissait 10 ans de moins. « Sophie », commença-t-il, un large sourire aux lèvres. « Je ne pense pas que « merci » soit suffisant. Vous nous avez sauvés. Vous avez sauvé la réputation de ce restaurant et vous m'avez rappelé ce que signifie défendre ses équipes. » Il poussa un dossier sur son bureau. « Ceci est une offre formelle. Je veux que vous soyez la nouvelle directrice adjointe. Le salaire est le double de ce que vous gagnez maintenant, et il est assorti de tous les avantages sociaux. Mais plus que cela, j'ai besoin de quelqu'un avec votre caractère, votre grâce sous la pression, pour m'aider à diriger cet endroit. » Sophie était stupéfaite. Directrice adjointe. C'était un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer pour elle-même, un pas vers une stabilité à laquelle elle aspirait depuis si longtemps. Les ombres de son passé, les raisons pour lesquelles elle avait fui son ancienne vie, semblaient s'éloigner un peu plus. Ici, elle ne fuyait pas quelque chose. Elle construisait quelque chose. « J'accepte, monsieur Dubois, » dit-elle, un sourire authentique et radieux perçant enfin à travers son calme habituel. « Merci. » Quelques semaines plus tard, alors que Sophie apprenait les ficelles de son nouveau rôle, une réservation fut faite sous un nom familier, R. de Bois Noir. Table pour une personne. Quand il arriva, Richard de Bois Noir ressemblait à une personne différente. Le poids des années semblait s'être envolé de ses épaules. Il portait un costume simple mais élégant, et il salua le maître d'hôtel avec un sourire chaleureux et facile. Il demanda une table dans la section de Sophie, bien qu'elle ne servît plus de table. Elle alla le saluer personnellement. « Monsieur de Bois Noir », dit-elle en offrant un sourire professionnel. « Bienvenue à la Cuillère Dorée. C'est un plaisir de vous recevoir. » Il se leva, lui tendant la main. « S'il vous plaît, appelez-moi Richard. Et le plaisir est pour moi, Sophie. » Sa poignée de main était ferme, ses yeux clairs et directs. « Je ne vous ai jamais remercié comme il se doit pour votre courage. »« Je ne faisais que mon travail, » répondit-elle doucement. « Vous avez fait bien plus que cela, » dit-il. « Vous avez rappelé à toute une ville que l'intégrité vaut plus que la richesse. C'est une leçon rare. » Il dîna seul ce soir-là, savourant son repas avec le contentement tranquille d'un homme en paix. En partant, il s'arrêta au pupitre d'accueil où Sophie examinait les réservations de la soirée. Il posa une enveloppe noire sur le comptoir. « C'est pour vous, » dit-il, « et pour votre personnel. Un petit témoignage de ma gratitude. » Après son départ, Sophie l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un chèque à l'ordre du fonds des employés de la Cuillère Dorée d'un montant de 100 000 €. Glissé derrière, il y avait un petit mot personnel. Il disait « Pour les nouveaux départs. Merci. » Sophie regarda la salle à manger. David partageait un rire avec un client. Le chef Jean-Pierre tenait la cour au passe-plat, sa voix tonnant de passion, non de colère. Monsieur Dubois arpentait la salle, non avec appréhension, mais avec fierté. La peur avait disparu. Le règne d'Éléonore de Bois Noir n'était plus qu'un fantôme, un conte moral à chuchoter pour les années à venir.
À sa place, une nouvelle ère avait commencé, une ère de respect, de courage et de dignité tranquille, tout cela inauguré par une serveuse qui avait refusé d'avoir peur. Sophie Chevalier, la nouvelle directrice adjointe, se tenait à son poste, non plus un visage anonyme dans la foule, mais la reine incontestée et bien aimée de la Cuillère Dorée.